Donc, je vous dis un grand merci de votre présence cet après-midi pour notre conférence de presse du Comité national de l'OGBL. Vous savez que c'est toujours un moment important pour notre organe suprême de l'OGBL qui se réunit pour fixer les priorités politiques pour les semaines à venir. Et c'est une année intéressante. Donc, le Comité national était particulièrement important. Notre Comité national de ce matin était très important parce que nous avons fait une rétrospective sur tout ce qui s'est passé et nous avons jeté un regard sur l'année, la super année électorale avec des priorités politiques pour les gens qui travaillent, les retraités. Donc, il est évident que nous avons parlé brièvement de la tripartite et que nous avons de nouveau souligné qu'il s'agit d'un bon accord et que nous sommes heureux d'avoir pu réaliser cet accord. C'est toujours comme ça, lorsqu'on trouve un accord et lorsque les mesures commencent à devenir efficaces, alors on voit à quel point c'est efficace. Et nous voyons que c'est un grand soutien pour le pouvoir d'achat des gens qui travaillent, mais aussi des retraités, des frontaliers aussi. Et pour nous, c'est important parce que ce sont les gens que nous représentons à la tripartite. Nous le voyons aussi avec des chiffres qui circulent et que vous avez vus. Aussi chiffres à l'appui du ministère des Finances, où nous voyons les différents éléments, l'adaptation du barème, le crédit d'impôt, mais aussi les mesures fiscales sur les prêts, de même que toutes les autres aides. Et dans les dernières évolutions, nous avons vu que la confiance du consommateur a repris à Luxembourg et c'est important pour la population, mais aussi pour l'économie. Et c'est important pour tout le monde, pour tous ceux qui étaient autour de la table. Donc, encore une fois, un petit rappel aussi pour ce qui est de l'inflation. C'est aussi un grand mérite de cet accord. Avec ces mesures, nous avons réussi au mois de septembre, mais aussi cette fois-ci à maîtriser un peu l'inflation. Et contrairement à ce qu'on prétend, on peut voir que lorsqu'on prétend que notre index relance l'inflation avec les chiffres de l'Eurostat, on a pu voir qu'en comparaison européenne, nous avons une faible inflation. Et effectivement, tous les pays ou les quelques pays qui ont encore un mécanisme de l'index ont l'inflation la plus faible en Europe. Ce qui prouve que le phénomène de l'auto-allumage ne vaut pas, et bien au contraire qu'il est important de gérer ou de maîtriser l'inflation. Nous l'avons fait avec notre accord. Et nous avons revu cela, récapitulé tout cela ce matin, et c'était aussi important pour nous de préciser tout cela par rapport aux reproches qui circulent. Pourtant, il y a des gens qui essayent de contester l'accord de la tripartite d'une manière ou d'une autre. Donc, c'était important pour nous de souligner ce phénomène. Le reproche est allé dans la direction de dire que d'un côté, ce n'est pas suffisamment écologique et d'un autre côté, pas suffisamment juste du point de vue social, parce qu'on a dit qu'il y a de nombreuses mesures qui agissent, mais sans ciblage social. Il faut savoir que nous soutenons les intérêts des gens, des salariés, des personnes actives et des retraités, jusque dans les classes moyennes, et nous l'avons tous constaté au cours des derniers mois et dans la crise que nous vivons actuellement. Cette crise va jusque dans les classes moyennes et touche sévèrement la population avec tous les phénomènes et en raison de la crise énergétique et en raison de la guerre et aussi en raison de la politique monétaire avec l'augmentation des intérêts. Il faut constater que le pouvoir d'achat des gens a été fortement attaqué et a diminué. Et pour cela, il était important d'agir. Et nous l'avons fait. Je commence avec le plafonnement du prix énergétique dont on parle souvent. Le plafond du prix de l'énergie avantage donc aussi les forts revenus. Nous ne voulons pas forcément jouer ce jeu des écarts entre les gros et les petits salaires parce que c'est important de dire avec le plafonnement du prix de l'énergie sur le gaz, sur le mazout, sur l'électricité, sur les pellets, sur tous les prix,
où on procède à un plafonnement des prix, les premiers bénéficiaires sont toujours les petits et les moyens salaires, parce que il est évident que pour le commun des mortels, où les prix de l'énergie représentent la plus grande partie du pouvoir d'achat et de ce qui reste en poche à la fin du mois. Donc pour les petits et les moyens ménages, les frais ou le plafonnement du prix a un effet plus important que pour les gros salaires. Donc là, nous voulons souligner que c'est aussi une mesure sociale, parce que les prix sur l'énergie aident surtout les petits et les moyens salaires. La même chose vaut pour l'augmentation du plafond de ce que l'on peut abattre pour les prix. Bon, évidemment, cela concerne les gens qui ont un prêt et cela concerne surtout la classe moyenne et la classe inférieure. Et nous voyons clairement avec des chiffres qui ont été publiés, nous voyons qu'il y a un grand effet en ce qui concerne les mesures de la tripartite, et cela concerne surtout les jeunes et les personnes actives qui veulent acheter leur propre logement, leur propre maison, qui contractent un prêt auprès d'une banque, qui sont fortement touchés par les taux, qui doivent souscrire à un taux variable et qui, par ce moyen, ont la possibilité de réévaluer leur pouvoir d'achat à la fin du mois. Et donc, à nos yeux, c'est une mesure totalement sociale au profit de ces gens-là. Et le dernier point, c'est l'adaptation du barème. On en a beaucoup parlé. Vous savez que le Comité national et l'OGBL, dans sa politique, a des revendications depuis longtemps en matière d'équité fiscale. Et nous sommes rentrés dans cette tripartite et aussi dans celle du mois de septembre de l'année passée et celle du mois de mars avec le gouvernement, lorsque le gouvernement nous a dit qu'il n'y aura pas de réforme fiscale en raison de la Covid et des conditions, il n'y aura pas de grande réforme fiscale. Nous étions dans une crise du pouvoir d'achat. Pour cette raison, nous avons dit nous allons surtout exiger l'adaptation du barème fiscal à l'inflation, parce que c'était une situation qui n'était plus tenable. Nous étions dans une situation où, à la fin de ce mandat, les gens ont vécu à 8 reprises une augmentation fiscale et nous avons dit qu'il fallait agir. Et nous avons donc exigé une adaptation du barème pour rentrer dans la tripartite, et je l'ai déjà souvent dit lors de la conférence de presse du Comité national, c'est une revendication où c'est surtout la classe moyenne qui peut en bénéficier. Nous avons toujours cité l'exemple, si les 8 tranches indiciaires devaient être adaptées intégralement dans le barème fiscal, alors un salaire moyen de 5 000 € brut aurait eu la plus forte aide et il aurait eu un bénéfice de 2 000 €. Donc il aura payé 2 000 € de plus que s'il y avait toujours eu une adaptation du barème. Donc là encore, ce sont surtout les classes moyennes qui en profitent en raison de la progressivité du barème et pour la bosse des classes moyennes dans notre barème. Évidemment, les gens avec des salaires plus élevés que la classe moyenne en profitent aussi si le barème est adapté. Mais en raison des injustices causées par la progression froide, ce sont les petits salaires qui en profitent surtout. Et nous ne voulons pas diviser la population, les salariés actifs et les retraités. C'est un jeu que nous refusons de jouer. Et comme nous l'avons toujours souligné, il a fallu agir pour contourner cette crise du pouvoir d'achat. Et maintenant, on dit, bon, vous avez réussi à ajuster une partie de votre barème, mais nous n'avons pas tout réussi, nous n'avons pas réussi à obtenir une adaptation des 8 tranches. Mais dès le départ, nous ne nous en sommes pas cachés, nous avons toujours dit, nous n'avons pas eu gain de cause à 100%, mais nous avons effectué un premier pas symbolique très important.
de la part d'un gouvernement qui, quelques semaines plus tôt, a dit que c'était un harakiri en matière de finances publiques. Nous ne pouvons pas le faire et on ne l'avait plus envisagé depuis 2017. Donc pour nous, c'est un pas important. Mais ce n'est pas encore tout et nous ne nous en sommes jamais cassés. Nous allons continuer à nous battre. Et le soir même où un accord de principe a été trouvé pour la tripartite, j'ai souligné moi-même que c'était un début, mais que nous n'allons pas relâcher. Ici, il y a encore de nombreuses mesures fiscales qui doivent être prises et donc nous n'acceptons pas que dans cette tripartite, nous aurions dû imposer la réforme fiscale. Je rappelle que nous n'étions pas seuls à la tripartite, sinon ce ne serait pas une tripartite et l'accord serait différent. Mais c'était une tripartite dans une crise du pouvoir d'achat et donc ce n'était pas le moment de dire maintenant nous exigeons sur place la grande réforme fiscale. Tout le monde le savait et le gouvernement avait dit depuis longtemps que cette réforme n'allait pas être réalisée dans cette mandature. Donc nous avons obtenu une partie au niveau du barème fiscal et nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Mais la grande revendication de la justice fiscale n'a pas été supprimée pour autant et nous ne l'avons jamais affirmé. Notre revendication reste entière. Nous avons toute une programmatique par rapport à la justice fiscale dans ce pays. Et vous vous rappelez que c'est l'OGBL qui a exigé cela dès le début et qui a cela dans tous ses programmes, de tous ses congrès. Nous voulons faire quelque chose contre l'inégalité sociétale et si on veut combattre la pauvreté ou la précarité, si on veut se battre contre les taux du working poor qui augmente, si on veut réduire l'écart, c'est évidemment par le biais des impôts et par le biais d'une réforme fiscale en direction d'une plus grande justice fiscale. Donc maintenant, on ne peut quand même pas accuser l'OGBL d'être responsable de la situation actuelle. Nous avons toujours voulu une plus grande justice fiscale, mais ce n'était pas pour cette tripartite la grande réforme n'a pas pu être réalisée lors de cette tripartite. Mais si nous parlons de la grande réforme, nous avons évidemment un mandat pour le futur gouvernement et évidemment, nous allons formuler cette revendication par rapport à tous les partis politiques où nous allons dire ce qui devrait se passer à nos yeux. Nous avons tout un catalogue, tout un paquet de visions avec des idées pour créer la justice fiscale. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous connaissez un peu notre position. Et un de ces points, c'est la justice fiscale au niveau du barème des personnes physiques, où nous devrions commencer plus tard pour l'imposition des salaires, où on devra certainement aplanir la bosse des classes moyennes, où il faudra ajouter des tranches au niveau des gros salaires, où on devra aussi parler des injustices de la classe 1A. Donc il y a énormément de marge pour faire ce que l'on dit un peu partout pour rendre l'imposition des personnes physiques plus juste. Et la plus grande injustice fiscale se trouve dans les écarts entre l'imposition du travail et l'imposition du capital. Et là aussi, nous avons toute une série de revendications. Nous continuons à nous opposer aux diminutions des impôts pour les entreprises. Il y en a eu 2 lors de la dernière mandature. Les dividendes doivent être davantage imposés. La fortune doit être différemment imposée. Pour l'impôt foncier, avec les gros terrains des multipropriétaires, là aussi, il y a des recettes fiscales qui pourront être introduites pour obtenir une plus grande justice vers le bas. La question des impôts sur les fonds, etc. Tout cela restera des priorités pour l'OGBL en matière de justice fiscale. Et là, c'est important pour nous de dire que nous n'accepterons pas que les mesures importantes pour les entreprises et pour les salariés, pour les retraités, soient remises en question.
en raison d'une question fondamentale de la réforme fiscale qui devrait être réalisée par le prochain gouvernement. Et si on nous attaque à ce niveau, c'est évidemment une attaque contre les syndicats et ce que nous disons en public. Évidemment, nous sommes un syndicat. Nous défendons les intérêts des gens pour lesquels nous nous engageons. C'est notre travail de tous les jours. Et évidemment, nous n'avons pas de neutralité politique. Ce n'est pas possible pour un syndicat. Évidemment, nous avons des idées sur le fonctionnement d'une société ou sur la question de la redistribution, de la justice. Et nous allons clairement les déterminer, les exprimer en vue de ces élections. Et nous allons tester les différents partis. Le GBL va établir ces exigences comme d'autres l'ont fait. Et c'est une des principales priorités pour les semaines à venir, où nous allons clairement exprimer ce qui est possible, ce qui ne va pas et ce qui est important. Nous n'allons pas changer de cap, c'est très clair, nous nous exprimons. Notre échéancier consiste dans une série d'élections qui ne sont plus très loin, des échéances qui ne sont plus très loin, et nous allons dire ce que nous attendons de la part du prochain gouvernement, ce qui est important pour nous et ce qui est exclu. Et après le 1er mai, nous allons contacter les partis avec nos revendications et nous allons poser des questions par rapport à nos exigences. Nous allons présenter donc toutes nos revendications et souvent on me demande si nous faisons des recommandations électorales pour certaines personnes ou des partis. Nous en faisons sur les programmes et nous disons voilà le programme que nous voulons pour les partis qui se présentent et nous n'allons certainement pas nous abstenir par rapport au contenu. C'est le grand chemin pour lequel nous allons opter dans les semaines à venir. Je peux vous dire quelles sont nos principales priorités, mais je voudrais ouvrir une parenthèse qui est très importante pour nous. Avant les élections parlementaires, il y aura les élections communales. Et ce matin, au nom de l'OGBL, le département des immigrés, nous l'avons déjà fait. Nous avons lancé un appel à nos structures et à tous les présidents non luxembourgeois pour leur dire qu'ils peuvent s'inscrire sur les listes électorales et qu'ils devraient en profiter. Nous passons cette information par tous nos réseaux et nous essayons de faire de la publicité dans la mesure du possible. C'est très simple par le biais du site jepeuxvoter.lu. Les résidents qui n'ont pas la nationalité luxembourgeoise peuvent aussi s'inscrire sur les listes. Le 17 avril, ce sera la dernière date possible. Donc, encore un appel pour profiter de cette possibilité. C'est très important. Et puis, pour le positionnement politique et pour les élections parlementaires, il est important pour nous. Bon, maintenant, ce n'est pas surprenant, ce sont nos principales idées pour le mouvement syndical, c'est la question des salaires, surtout dans le contexte actuel. Nous allons continuer à nous battre pour de bons salaires aussi en période de crise. Et si nous parlons des salaires, nous ne pouvons pas éviter de parler du salaire social minimum. Là aussi, nous allons demander quelle est la position des différents partis par rapport au salaire social minimum. Le GBL était le premier, il y a de longues années, à dire que le salaire social minimum devait connaître une augmentation de 10%. Nous avons obtenu 0,9% et donc il reste beaucoup à faire à ce niveau. Et surtout, par les temps qui courent, il est important que cette revendication soit de nouveau mise en vitrine par rapport à la directive européenne et par rapport aux discussions qui sont en cours au niveau européen. Je voudrais vous citer quelques montants. Si on dit que le salaire social minimum national devrait tourner autour des 60% du salaire médian, nous en sommes 9,3% en dessous avec le salaire social actuel. Ce ne sont pas les derniers chiffres connus. Mais si on dit que le salaire social minimum devrait
être à 50% du salaire social moyen. Là, nous sommes de 15% en dessous des exigences, des nécessités. Si nous prenons le budget de référence des ménages du Statec, nous arrivons à 17% où notre salaire social minimum est en dessous des nécessités pour une survie décente. À côté de la question de la redistribution de la richesse créée par les salariés, il est aussi question du pouvoir d'achat des gens qui travaillent dans des faibles salaires. Un deuxième volet par rapport au salaire, bon, c'est la question des conventions collectives. Là aussi, nous sommes déçus, il faut le dire. Le dernier programme de coalition avait annoncé une discussion en direction d'une réforme des conventions collectives. Actuellement, nous avons une loi, mais cette loi n'est plus adaptée aux réalités de l'économie luxembourgeoise. Et nous avons besoin d'une nouvelle loi sur les conventions collectives, mais elle n'a pas été réalisée pour de nombreuses idées, Covid et d'autres raisons. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas avancé du tout, ce qui fait que la couverture en matière de convention collective est en diminution. Nous arrivons à 50% des entreprises à Luxembourg qui ont une convention collective. Et là, il faut qu'il y ait une augmentation. Même l'OCDE nous le dit et l'Europe nous le disent. Ils demandent une augmentation des conventions collectives. On précise cela à tous les niveaux et nous avons des retards. Et là, nous lançons aussi un appel aux partis pour qu'ils se positionnent par rapport à une réforme de la loi collective. Et le troisième point, c'est l'index. Et là, vous connaissez notre position. Et nous sommes contents que l'index ait été défendu parce que nous avons fait opposition, vous le savez. Cela ne s'est pas fait tout seul. Nous avons dû nous battre pour cela. Mais jamais rien n'est acquis. Jamais le sujet ne sera clôturé. En période de grande inflation, c'est un problème. À chaque fois qu'il y a plusieurs tranches, ça devient un grand problème, avec plusieurs tranches indiciaires. Et donc, à ce niveau, nous allons répéter notre position et voir ce que disent les différents partis par rapport à la question du maintien du mécanisme actuel de l'index. Voilà pour le salaire. Bon, j'ai déjà parlé de la question des impôts, mais ce sera aussi un grand point où nous allons vérifier ce que les uns et les autres vont dire dans leur programme. Et puis, il y a un troisième volet, celui du temps de travail. Là, je ne voudrais pas trop insister aujourd'hui, mais le sujet est lancé. Tout le monde s'exprime par rapport à cette question. Nous avons souvent dit à voix haute qu'il est temps de procéder à une réduction ou de discuter d'une réduction du temps de travail. Nous sommes ouverts au dialogue social dans cette matière. Nous avons de nombreuses propositions. Il faut le faire dans le dialogue social. Donc cette question est liée à la question des conventions collectives parce qu'on doit avoir une loi nationale, mais il faut aussi voir comment on peut les transposer dans les entreprises. Mais dans des périodes où tout le monde parle de réduction du temps de travail, dans des périodes où autour de nous, de nombreux pays transposent ou réalisent ou essayent de faire des tests dans les entreprises, et on entend que les gens se sentent mieux, sont en meilleure santé, sont plus satisfaits, ce qui augmente aussi la productivité. Donc, dans des périodes où d'autres pays, comme par exemple l'Angleterre, qui ne sont pas pour nous un exemple de bonne législation du travail, où même les Anglais nous disent que la réduction du temps du travail, c'est une bonne chose. Pendant cette même période, la FEDIL nous dit que les gens ne travaillent pas assez longtemps à Luxembourg. Nous avons rédigé un communiqué de presse à ce sujet qui fait un bon résumé de notre position. Mais c'est un affront si dans les temps actuels, la FEDIL nous dise que, en fait, les gens sont trop souvent malades et absents du travail, que les gens veulent travailler moins et devraient travailler plus. Et ce n'est pas
approprié maintenant de faire de telles discussions, de telles déclarations. Donc là aussi, nous allons vérifier ou examiner les positions des différents partis et nous allons continuer au niveau de l'OGBL à nous battre pour une réduction du temps de travail et en faveur d'une meilleure santé, d'une meilleure balance entre vie professionnelle et vie privée. Le travail ne doit pas rendre malade et il faut que l'attractivité de nos secteurs économiques augmente et qu'on n'obtienne pas le contraire. C'est aussi un grand point et c'est quelque chose où nous en avons discuté un peu plus dans le détail ce matin. Nous ne sommes pas les ennemis des entreprises, nous voulons chercher des solutions communes, mais cela devient de plus en plus difficile si nous voyons les attaques et si nous sommes toujours confrontés au fait que de petites entreprises nous disent « nous ne pouvons pas gérer l'index », de grandes entreprises disent que la compétitivité n'est plus suffisamment attractive pour qu'on vienne à Luxembourg. Et en même temps, nous voyons, et cela aussi je le répète, nous voyons que les chiffres parlent un autre langage. Nous avons des bénéfices des entreprises qui restent en augmentation, c'est comme ça. Et personne ne peut dire que c'est faux. Nous avons souvent analysé les dépenses des entreprises dans tous les différents secteurs et l'écart par rapport à l'évolution du salaire continue à augmenter par rapport aux bénéfices. La Banque centrale européenne a confirmé d'ailleurs que l'inflation n'est pas causée par l'augmentation des salaires, mais bien au contraire par les bénéfices qui ont augmenté. Et nous avons une publication très intéressante à la Chambre des salariés. Si vous voulez voir les chiffres dans le détail, avec des données officielles, il y a 2 jours, nous avons vu quels sont les bénéfices records des banques. 6,2 milliards d'euros pour le secteur bancaire à Luxembourg. Donc nous ne sommes pas dans une récession. Et je ne puis éviter de le répéter ici, les données ne cessent de prouver ce que nous disons. Et sans vouloir rentrer dans la confrontation avec les uns ou les autres, il faut quand même cesser de nous reprocher que nos salaires sont un problème, qu'ils sont trop élevés. Ce n'est pas vrai. En commun, il faudrait essayer de relancer l'économie et de sécuriser nos sites, de sécurité aussi nos emplois, mais aussi le pouvoir d'achat. C'est sans doute un sujet par les temps qui courent. Et pour terminer, par rapport à l'actualité politique que nous avons examinée ce matin, je reste un peu dans un sujet où nous avons actuellement des attaques contre notre système des pensions luxembourgeois. Dans les milieux patronaux, on demande déjà pour 2024 une réforme des pensions, que le système n'est plus viable et qu'il faut prendre des décisions politiques courageuses. Et là aussi, encore une fois, le GBL met en garde, attention, nous allons faire opposition et ce n'est pas aujourd'hui l'endroit pour en parler. Mais nous n'avons pas de boule de cristal et constamment on nous dit, on nous parle d'un mur des rentes et nous pouvons aussi contester, dénoncer tout cela. Nous pouvons montrer où nous pensons qu'on devra faire quelque chose. Nous avons eu toute une série de détériorations par rapport à notre système en 2012 et pour l'instant il faudrait plus avoir des améliorations que des détériorations. Et nous vivons un peu ce qui se passe en France. Nous ne voulons pas de telles conditions, mais nous sommes totalement solidaires avec les syndicats français. Vous le savez, depuis le départ, l'OGBL a participé à toutes les actions, à toutes les manifestations. Aujourd'hui encore, les représentants de l'OGBL sont allés à Metz et à Longwy pour participer aux manifestations. Donc, dès le départ, nous sommes présents et nous le resterons jusqu'à la fin. Et cela aussi, nous le faisons par solidarité, mais pas seulement.
Nous le faisons aussi parce que nous sommes nous-mêmes concernés. Là aussi, je voudrais l'expliquer. Comme vous le savez, plus de la moitié de la main-d'œuvre à Luxembourg, ce sont des frontaliers. Donc de nombreux Français qui en grande partie ont des carrières mixtes et dont les pensions sont donc impactées par la réforme des retraites de Macron. Et par solidarité, mais aussi parce que nous sommes nous-mêmes concernés, le GBL est présent en première ligne. Et c'est tant mieux qu'on fasse opposition. Et si la même chose se passait à Luxembourg, si nous étions aussi confrontés au sujet, nous devrions aussi agir. Et vous savez comment cela se passe en France. En Allemagne, nous avons eu hier une grève des transports publics et nous avons adressé un courrier au syndicat allemand pour déclarer notre solidarité. Vous voyez que la situation s'échauffe en de nombreux endroits en Europe, en Belgique aussi, et souvent, les droits syndicaux sont remis en question. Les gens qui manifestent sont attaqués, les grévistes sont attaqués. Et cela aussi, on doit le dire, c'est inacceptable. C'est tout simplement un droit de s'engager et de protester. Et c'est important qu'il y ait des syndicats et c'est important qu'il y ait des gens qui s'opposent. Dans ce contexte, nous devons encore une fois souligner, et le GBL et son organe suprême, le comité national, ont bien dit, le cas échéant, nous irons dans la rue. Nous l'avons montré par le passé, nous allons le montrer à l'avenir. Et il ne faut surtout pas que quelqu'un pense devoir contester notre position pour cela. Nous avons des droits de grève, des droits de manifester, et on doit pouvoir en profiter lorsque la situation s'y prête. Évidemment, nous voulons toujours qu'on n'arrive pas là et qu'on trouve des solutions dans la négociation, dans le dialogue social. C'est le modèle luxembourgeois qui prouve que, contrairement à nos pays voisins, nous avons réussi à résoudre bien des problèmes par ce chemin. Et de cette manière, nous avons toujours eu des exemples concrets pour présenter au comité national. Nous faisons toujours une excursion dans les différents secteurs économiques, dans les différents syndicats professionnels. En un mot, beaucoup de choses se passent dans les différents secteurs et malheureusement, nous allons devoir y revenir en partie. Mais pour ceux où vous êtes informés, pour ceux où on peut en parler, Alain Rolling nous a dit ce qui se passe chez DuPont Taijing, où vous avez sans doute appris qu'il y avait la volonté de la part de l'entreprise de licencier 160 personnes et grâce à la pression syndicale, nous avons pu nous écarter des licenciements directs et nous essayons maintenant de négocier un plan de maintien dans l'emploi avec le patron où l'entreprise a dit nous prenons un certain temps pour garder les gens en emploi. Alain nous a fait un rapport ce matin. Christian Sikorski nous a fait un rapport de la convention collective de la ville de Luxembourg où après de longues années, sans avoir avancé, on a eu une convention collective avec un bon résultat grâce aussi à la pression des gens qui ont dit il y en a marre. Nous n'avons aucune transparence au niveau des salaires. Je ne vais pas entrer dans le détail. Si vous avez des questions, je peux vous mettre en relation avec Christian. Mais il n'y a pas eu de carrières linéaires qui ont été introduites maintenant. 1300 salariés sont concernés. Là aussi, c'est un bel exemple d'un résultat obtenu par le syndicat. Et puis, nous avons parlé des problèmes au niveau du SIGI. Nous avons rappelé que le GBL était le premier à soulever ce problème. Et là, nous avons organisé un piquet de protestation pour dire que les conditions de travail étaient catastrophiques. C'est un long combat que nous menons et enfin 3 audits ont été réalisés dont les résultats viennent d'être publiés et qui confirment ce que nous avons toujours dit.
Ce qui s'est déroulé est exécrable et catastrophique. Il n'y a eu aucune transparence du côté financier. Au niveau de la perception des services, on a beaucoup dit, mais on n'a rien fait. Et les gens ont dû travailler dans un climat de travail très nocif. Pour nous, c'est déjà une première victoire. Le président du Ziggy a démissionné. Maintenant, on va améliorer les choses et nous continuons notre combat. Ceci pour vous montrer que là aussi, cela a fait un sens pour nous de nous battre et nous allons aussi nous battre au niveau du groupe Deleuze où nous avons déjà fait un communiqué de presse. En Belgique, le groupe Deleuze veut franchiser ses 128 magasins. Avec une franchisation, cela veut dire qu'il y aura de nouvelles conventions collectives et des pertes salariales considérables. Et aujourd'hui, à Luxembourg, nous avons dit, pour nous, les magasins Deleuze, nous voulons rencontrer la direction, nous ne l'accepterons pas. Nous allons avoir, ou nous avons eu des réunions avec la direction qui n'a pas pu nous affirmer que ce n'est pas possible à Luxembourg et nous allons continuer à veiller à ce que rien ne se passe pour les salariés du groupe Deleuze et qu'ils doivent pouvoir continuer à travailler dans leurs conditions. Bon, nous avons aussi parlé du SEW où la présidente du syndicat a fait un résumé de la position du SEV par rapport aux carrières transversales. Vous avez sans doute suivi le problème et de manière impressionnante, elle nous a montré ce que le bradage de la profession de l'enseignant peut provoquer. Et le SEV va aussi intégrer ces questions à l'adresse des différents partis et à l'adresse du prochain gouvernement. Voilà pour la situation dans les entreprises et dans les différents secteurs économiques et pour parler de la mobilisation et des rassemblements des syndicats. Je termine avec le 1er mai. En avant-première, vous obtenez cette information. Le 1er mai de cette année, que va se dérouler à l'abbaye de Neumünster. Mais ce qui est exceptionnel cette année, le discours politique du 1er mai sera prononcé le 1er mai et non pas dans une fête avancée. Et beaucoup de choses se sont passées depuis de longues années. Nous avons toujours eu une pré-fête pour le 1er mai, et puis la fête du 1er mai était plus festive, puis il y a eu la pandémie, et nous sommes arrivés à la conclusion que nous voulons faire de notre 1er mai un 1er mai politique et solennel pour réunir les familles, les cultures, et à 10h30, il y aura le rassemblement avec le discours politique ou avec les discours politiques par rapport au 1er mai. Et ensuite, lorsque les discours seront terminés, nous aurons l'apéritif et les concerts et un magicien et un programme pour grands et petits. Donc, pour fêter avec la culture, et nous sommes contents de pouvoir annoncer ce programme aujourd'hui pour les 2 volets de notre fête du 1er mai. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de notre comité national de ce matin. J'espère que je n'ai rien oublié. Et je vous remercie de votre patience. C'est toujours un tour d'horizon dans de nombreux dossiers. Voilà, merci quand même.